Bon, je crois qu'on va essayer de commencer. Je ne sais pas si vous qui êtes sur les ballots de paille, là, si ça pique pas trop, vous entendez? Au-delà de la dimension poétique du ballot de paille, il y a une vraie culture du ballot. Bon, écoutez, je vais démarrer, puis petit à petit, des personnes qui arriveront peut-être écouteront. Je ne sais pas jusqu'où porte ce que je dis, si ça vient perturber les gens qui sont encore à table autour ou pas. En tout cas, faites-moi signe si je suis audible ou pas et s'il faut parler plus fort ou moins fort. C'est bon? Ok. Bon. Alors, normalement, ce moment que je vais essayer de le rendre le plus, je dirais, utile entre nous, dans ce moment-là, nous a été donné comme un moment pour évoquer la question de l'eau. Alors évidemment, c'est comme sur l'affiche, hein, quand on écrit eau, il y a derrière, c'est vrai, on ne peut pas rêver de quelque chose de plus englobant, de plus... Mais avant de rentrer sur la thématique de l'eau, je vous dis quand même en 3 secondes comment je vois ce que j'attends moi personnellement, excusez de ce côté un peu égoïste, de ce moment-là. C'est-à-dire que moi je suis ni un expert, ni un savant, ni un conférencier rompu à l'exercice des conférences sur le thème aquatique. Ceci dit, donc moi je m'appelle Roland Roux, donc je suis président d'une association qui agit sur ce territoire. Quand je dis ce territoire, c'est plutôt côté Pays d'Arles, mais c'est vrai que de plus en plus on lie des liens avec des partenaires sur les limites de ce territoire, notamment sur la question du Rhône. Et cette association donc, est aujourd'hui labellisée Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En fait, c'est un réseau national de structures qui sont labellisées pour initialement faire de l'éducation à l'environnement. Ça, c'est à l'origine, dans les années 70. Hein, c'est un réseau. Voilà. Donc moi, c'est de ce lieu-là, de président d'une association qui intervient sur le territoire, sur des questions d'éducation depuis maintenant 30 ans à peu près. Initialement, je suis enseignant dans le primaire et c'est à partir de l'école que j'ai construit moi-même, j'étais fondateur de l'association. Voilà. Ça, c'est simplement pour vous dire un peu d'où je vous parle, quoi. Hein. Donc, vous n'attendez pas à avoir devant vous quelqu'un qui va vous expliquer équation sur équation la question de l'eau. Ce n'est pas le but. Alors, pour en venir à ce qui me paraît, moi, l'angle qui m'intéresse hein, personnellement, c'est de rentrer assez vite dans le dialogue, dans l'échange avec vous. C'est-à-dire que si votre intention, c'est de venir ici pour tout savoir sur l'eau et sur le territoire, voilà, je ne vais pas vous déranger plus. Voilà, je vous remercie d'être venu, mais ce n'est pas moi qui vais faire ce boulot. Après moi, interviennent 2 personnes du syndicat mixte de Camargue-Gardoise et aussi du parc régional Camargue, qui auront une intervention plus précise sur les institutions qui s'occupent de l'eau, sur la Camargue, les enjeux liés à l'eau, etc. Moi, je ne ferai que sommairement les survoler pour en arriver à, et j'en viens au but, ce qui m'intéresse, c'est après avoir rapidement présenté ce que je suis, d'où je vous parle, passer assez vite effectivement sur la question de l'eau, sur la question du territoire, pour en venir à ce qui me paraît être, en tout cas, pour nous, associations qui œuvrons depuis 30 ans sur ces enjeux environnementaux, sur ce qui nous paraît être des freins, des blocages, qui font de ces enjeux environnementaux aujourd'hui des axes de tension dans la société. Alors, évidemment, on peut en parler au niveau global, mais au niveau global, au niveau local, ça a la même valeur. Ce sont les mêmes mécanismes qui interagissent un peu partout. Donc voilà pour la présentation. Après, sur votre demande, je vous en dis plus. Au passage, je vous signale que comme l'intention, c'est de rentrer dans l'échange,
Je vais être rapide sur les deux parties que je vais de vous parler, l'eau et le territoire. Mais il y a ici un micro que volontiers je vous passerai. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir comment vous recevez ces réflexions-là. Donc je vais essayer de passer en une quinzaine de minutes sur ces dimensions, je dirais, qui vont être issues de ce que je vais vous apporter, modestement, pour, si je l'espère, pouvoir entrer assez rapidement dans un échange. Auparavant, je sors ma gourde parce que je ne veux pas arriver plus loin, sinon je suis en train de... Voilà, je sèche. Alors pourquoi l'eau? Parce qu'effectivement, il y aurait d'autres thématiques, mais la question de l'eau, effectivement, elle est éminemment transversale et connectée à la plupart des problématiques qui vont intéresser ce territoire comme les autres. Alors d'abord, trois mots pour dire cet objet, eau, qui est à la fois un objet physique et chimique, en tant qu'élément, et qui par là est entièrement connecté à la question climatique. On aurait pu prendre le climat, mais on verra plus tard, plus loin, que la question climatique est déjà plus difficile à appréhender quand on la territorialise. La question de l'eau est tout de suite une traduction du climat. Et Dieu sait que ces dernières années, ces derniers temps, nous montrent à quel point ça devient un sujet de tension. Donc l'eau en tant qu'objet physique, effectivement, qui devient la traduction des évolutions, des changements en termes de climat, évidemment, nous apporte des éléments concrets en termes de ressources. Par exemple, ne serait-ce que sur la Camargue, on sait très bien que les pluies météoriques, on va dire les eaux de pluie, les eaux météoriques, donc représentent une faible partie qui n'est pas compensée par... c'est-à-dire que ne serait-ce que toute l'évapotranspiration, tout ce qui s'en va, on a un déficit hydrique. C'est-à-dire que si on n'avait pas des apports par les eaux d'irrigation du fleuve, il y a un déficit, effectivement, sur la Camargue en eau douce. Je parle d'eau douce. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, il y a des vraies questions à se poser, qu'on ne va pas traiter de la même manière sous un climat méditerranéen que sous un climat tropical, etc. Alors, encore que ça bouge partout. On a des évolutions sur ces types de climats. Ensuite, objet, je dirais, qui constitue à la fois la vie, constituant de la vie. Si on enlevait l'eau de nos pauvres carcasses, il resterait finalement pas grand-chose. Donc on est constitué par l'eau. Nous, tous les éléments du vivant, mais aussi les végétaux, les animaux, etc., tout ce qui constitue. Évidemment aussi dans les eaux qui sont intimement liées au sol, aux nappes phréatiques, dans tous les circuits, effectivement. Cette eau, évidemment, fonctionne, puisqu'on est dans le cycle de l'eau. Ensuite, il y a, je dirais, l'objet ressource qui nous renvoie plutôt, du coup, aux usages. Et effectivement, à partir de l'eau, on a tous l'habitude d'ouvrir un robinet et d'en avoir un usage, je dirais, domestique, serait-ce que par l'alimentation en eau potable, mais aussi par tous les éléments qui vont, toutes les fonctions que cela va remplir au sein de notre quotidien, on va dire. Mais aussi, évidemment, les besoins gros consommateurs d'eau, c'est quand même l'agriculture. C'est vrai qu'il y a énormément d'eau qui est destinée à l'usage agricole, aussi à l'énergie, tous les barrages qui sont l'hydroélectricité sur le fleuve, et les retenues d'eau, etc. Les usages industriels, bien entendu, les usages liés au loisir. Ah, c'est pas assez près. Les usages industriels, les usages liés au loisir, bon, etc. J'en oublie certainement, mais c'est pour faire un panel, pour dire que l'eau, effectivement, elle occupe une grande partie des activités humaines. Et évidemment, l'eau dans les paysages, dans les écosystèmes, qui, même si on enlève complètement l'humain sur la planète, bien évidemment, c'est un principe, effectivement, qui permet la vie, tout simplement, puisqu'on a bien vu que la recherche que nous faisons aujourd'hui dans les planètes potentiellement habitées se font initialement sur le critère de la présence d'eau. Bon, ensuite, il y a un objet, je dirais aussi, en termes de risque. On a vu que l'eau
c'est aussi potentiellement une menace par la question du manque d'eau, hein, c'est-à-dire la question de la sécheresse, et puis la question de l'abondance, de la surabondance d'eau par les inondations, etc. Et puis, plus récemment, on va dire en tout cas sur notre territoire, les questions de santé. Ça l'a été, ça le redevient. C'est vrai qu'il peut y avoir effectivement un certain nombre de maladies liées à la question de l'eau. Bon voilà, donc je ne suis pas plus loin là-dessus, je parle plus d'eau en fait. Pour dire que donc ce qu'on va regarder ensuite par rapport à cette présence d'eau, dans ces divers usages, dans ces diverses, je dirais, perceptions que nous en avons, et dans tous les cas est un objet essentiel, fondamental, on ne peut pas passer à côté de cette question. Certains parlent d'objet patrimonial, d'autres d'objets politiques, d'autres d'objets communs, en tout cas, ou de biens communs. Donc effectivement, la question de l'eau est au centre de tout ça. Alors elle est dans la nature, je l'ai dit, mais elle est aussi bien entendu gérée par l'homme et maîtrisée par l'homme. On parle d'eau disponible et évidemment il y a tout un ensemble de systèmes sur lesquels je ne m'étendrai pas puisque mes collègues qui me suivront feront le clair là-dessus sur comment fonctionnent les institutions par rapport à l'eau. Alors les SAGE et les SDAGE liés à l'agence de l'eau, tous les schémas, on va dire, territoriaux qui ont à voir avec la question de l'eau. Je ne vais pas rentrer là-dedans, sinon on n'en sort plus. Donc, ensuite, un tout petit passage aussi pour terminer mon survol sur le territoire camarguais, pour dire qu'effectivement, ici, on a un contexte qui fait que la question de l'eau est encore peut-être plus qu'ailleurs visible, parce qu'on a des enjeux corrélés qui sont aujourd'hui, qui remontent à la surface de diverses manières. Alors, le delta, évidemment, les deltas en général, vous savez, ce sont des lieux qui sont particuliers dans cette espèce de limite qu'il y a entre les mers, les océans et les espaces terrestres, puisque ce sont par définition des espaces en mouvement, hein, par l'apport des sédiments. Et donc il y a un jeu régulier qui se fait entre les masses d'eau et les avancées sédimentaires. Donc du coup, les sédiments bougent. Alors d'autant plus dans le delta du Rhône que jusqu'aux années 1860, il n'était pas réellement endigué. Par contre, depuis 1860, c'est vrai qu'on a des digues, aussi bien en front de mer qu'autour du Grand Rhône et du Petit Rhône, qui ont, suite à les inondations de cette époque-là, de 1856, ont produit finalement une sorte de delta, je dirais, géré quasiment entièrement par l'homme, par des pompages, aussi bien pour amener de l'eau du Rhône pour l'agriculture que pour la sortir selon les périodes. Alors vient se rajouter à ça le fait que en front de mer, on est face à de l'eau salée et que les eaux disponibles sont évidemment des eaux douces, quels que soient les usages d'ailleurs, hormis peut-être pour les loisirs, et que tout le monde a compris aujourd'hui que la question du niveau de l'eau est en train de bouger, que l'eau monte. Et l'eau montant, elle ne monte pas qu'à la surface, elle monte aussi dans les nappes phréatiques, enfin dans les sols. Et donc se joue la question du trait de côte, hein. C'est-à-dire en gros, est-ce qu'il faut résister à la montée des eaux, est-ce qu'il faut... Il y a tout un tas de débats aujourd'hui sont là-dessus, hein, pas qu'en Camargue, un peu partout, sur ces modifications. Alors c'est important, ça me permet simplement d'introduire, avant de passer à ce que je vais introduire pour le débat, la question des grands enjeux de transformation, hein, des grands enjeux environnementaux qui font que ces questions-là n'étaient pas vraiment perçues il y a encore un demi-siècle. Même si certains précurseurs sentaient qu'on allait vers des périodes comme ça, mais aujourd'hui on voit bien que là il va falloir bouger, quoi. Alors quand évidemment la nature bouge, enfin de manière que des éléments naturels nous amènent à reconsidérer notre relation à notre environnement par le biais de la montée marine ou par la disponibilité de la ressource en eau, bien évidemment ça vient remuer tout le puzzle des organisations humaines. Et donc on comprend déjà là qu'il y a un facteur de tension. C'est-à-dire que déjà partager la ressource, c'est pas simple, mais la partager à un moment où elle est en train de se raréfier, ça devient évidemment, vous le comprenez facilement, d'autant plus complexe.
et évidemment en remuant tout ce qui est gouvernance de l'eau, tout ce qui est gestion de l'eau, qui gère l'eau, etc. Donc beaucoup s'y sont essayés. Hein. On a essayé de faire des schémas pour essayer de montrer le plus conceptuellement, de façon le plus ramassée possible, dans des schémas avec des flèches et des patates, qui s'occupe de quoi en parlant d'eau. Et en fait, on se rend compte que c'est impossible à saisir. Même les gens qui en sont coutumiers, dont c'est le quotidien, je dirais, que gérer la question de l'eau, la multitude des organismes, des échelons, des échelles, etc., rend très difficile. C'est pour ça que je ne m'y hasarderai pas du tout. Et en même temps, c'est pas forcément. Mais enfin, il faut comprendre qu'il y a une difficulté déjà à harmoniser les êtres humains autour de cette question de la gestion de l'eau. Alors, tout cela étant dit, comment dire, et là je reviens un peu à mon propos de départ, quoi, qui était de dire, ben, nous, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'association sur l'éducation, sur l'eau, depuis maintenant 2 ou 3 décennies. Au début, on pensait qu'effectivement, il suffisait d'expliquer, quoi. Il suffisait de donner de la pédagogie, des schémas, expliquer d'où vient l'eau, sa disponibilité, sa fragilité, comment il fallait partager les usages, etc. Autant de choses qui ont valeur. Hein. Je ne suis pas en train de dire que tout ça, on le met de côté puis on passe à autre chose. Non, évidemment, tout ça est bien le quotidien, quoi. Mais qu'il ne suffit pas, en fait, de travailler la connaissance et de la partager pour, je dirais, pouvoir la gérer au mieux et dans l'intérêt de tous, quoi. Alors, donc du coup, ce que je voulais introduire, c'est l'idée que je l'aborderai sous 3 niveaux. Le premier niveau, donc le niveau individuel, c'est celui qui, à mon avis, concerne la question de la connaissance, c'est-à-dire que quand on apprend à connaître de quelque chose, c'est une démarche isolée. Chacun apprend et ensuite il s'approprie ces éléments de connaissance et après, à partir de ça, il se construit par rapport à cet élément de connaissance, que ce soit l'eau ou quoi que ce soit d'autre, et il s'en construit une forme de culture, quoi, personnelle, on va dire. Tiens, voilà ce que je connais, ce que je sais de l'eau. Donc ça, c'est le niveau individuel. Alors, sachant que la connaissance ne suffit pas, encore une fois, à ce niveau, c'est-à-dire que quelquefois, il y a aussi, plus forte que la connaissance, il y a des croyances, des choses qu'on nous a transmises, qui sont le lieu de, je dirais, d'une culture héritée, qui sont de quelque chose qui est, je dirais, prégnant dans le territoire, qui fait que quelquefois on résiste à des éléments de connaissance. Donc c'est pas simple. Il n'y a pas d'un côté la rationalité de la connaissance, puis d'un autre côté un volet qui serait complètement, je dirais, je cherche le mot, je ne le trouve pas, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire ce qui ne ressort pas de la rationalité, mais plutôt des fantasmes, des représentations, et qui ont aussi, bien sûr, une vérité, hein. En tout cas pour celui qui y croit. Et tout ça, évidemment, est censé forger une opinion, hein, personnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense d'eux. Hein. Donc à la question, qu'est-ce que vous pensez de l'eau sur le territoire, je vous laisse imaginer les torrents de... Alors évidemment, selon où on pose les questions, selon les cénacles où on pose les questions, selon les collectivités, les communautés, les lieux, évidemment, on va avoir des catégories de réponses très différentes. Mais en tout cas, ce que je retiens moi, de ce premier niveau, en tout cas c'est ce que je vais vous faire pointer, c'est que au niveau individuel déjà, on n'est pas les uns et les autres à égalité par rapport à quelque chose qui nous arrive, que ce soit par moi ou par n'importe qui d'autre. Donc on passe au filtre, vous allez me dire, mais c'est une banalité, c'est la réalité pour quel que soit ce à quoi nous sommes confrontés au quotidien, tout élément d'information, de communication, évidemment, on le filtre, on le lit et on l'intègre au regard de ce que nous savons déjà. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous dis là. Mais en tout cas, il faut quand même avoir retenir de cela que c'est quand même le principal obstacle. C'est nous qui sommes finalement les principaux obstacles à titre individuel à pouvoir aller plus loin, quoi. C'est-à-dire à organiser quelque chose de plus collectif autour de ça. Donc le deuxième niveau, c'est ce qui m'amène à ce deuxième niveau, au niveau de, je dirais, d'une société, quel que soit l'échelon. Je suis désolé, mais à force de parler d'eau, il y a effectivement l'échelon collectif, quoi. C'est-à-dire, en gros, comment je me positionne, moi, par rapport aux autres autour de moi, que ce soit ici ou ailleurs,
que ce soit dans un rapport de conflit d'usage, que ce soit dans un rapport de comment on habite un territoire et quelle part on a à jouer dans ce territoire par rapport à ce sujet. Et donc là, en passant à l'échelon, je dirais, collectif, c'est là que nous nous sommes intéressés. Alors là, quand je dis nous, là, je parle de nos associations, les CPIE, c'est intéressé à la question du dialogue. C'est-à-dire comment, effectivement, on échange. Certes, on est différents, on a des passions différentes, on a des intérêts différents, on a des besoins différents, on a une histoire différente. Et du coup, comment on fait société, quoi. C'est pour ça que je vous disais que ce soit autour de la question de l'eau ou de toute autre chose, la même question se pose. Comment on vit ensemble dans un contexte où on va être altéré par quelque chose qui change ? Que ce soit le trait de côte, que ce soit l'inondation, que ce soit la pénurie de ceci ou de cela, la montée des prix de l'énergie, on aurait pu l'étendre à tous les sujets, ces phénomènes-là sont récurrents. Et en fait, je me sers de la question de l'eau pour les aborder, parce que je pense que c'est un obstacle qui, du coup, est un impensé, et qui nous empêche de voir réellement ce qui nous empêche d'évoluer dans la question de la gestion des enjeux environnementaux. Donc, au niveau collectif, la question qui se pose, c'est évidemment la question, je dirais, de comment je me positionne moi par rapport aux autres. Alors évidemment, on peut passer du pire égotiste qui va dire ben moi à partir du moment où ça coule dans mon robinet, basta, à celui qui va effectivement être militant pour que cette eau bien commune puisse être au mieux partagée. Donc là, on va avoir tous les échelons qu'on joue au quotidien, chacun d'entre nous, hein, dans notre rapport aux autres, dans notre rapport à l'autre, dans notre rapport au monde. Parce que c'est le même principe d'altérité qui nous questionne sur ce que nous sommes, nous, ce que je suis moi, par rapport à ce magnifique paysage, à ce magnifique cadre, et en même temps à la manière dont je parle et dont je suis entendu. Entendu, compris, pas compris. Donc il y a besoin de reformuler, il y a besoin de dialoguer. Donc si on veut travailler société, il faut effectivement que se dégage quelque chose d'une parole qui circule, qui soit interprétée, réinterprétée, qui produise effectivement cette reconnaissance de quelque chose de collectif. Donc, évidemment, là, pour le coup, ce qu'on appelle déjà couramment l'opinion publique, on va dire, ou parfois, aujourd'hui, c'est de plus en plus traduit par des sondages dans des réseaux sociaux, etc., etc. On voit bien la fragilité, finalement, de ce type d'enquête, de ce type de réflexion qui vont nous amener à dire, ben voilà, tant de gens pensent que, tant de gens pensent que, etc. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, vu la fragilité que j'esquisse depuis le début, quoi. Donc, tout ça, évidemment, nous amène à penser la question du vivre ensemble, hein, et des interdépendances, des interactions. C'est ça qui se joue sur un territoire, en fait, parce qu'on n'en a pas toujours conscience, parce que très souvent, nous sommes enfermés de par notre perçu, hein, du quotidien, entre des gens qui ont, je dirais, les mêmes besoins que nous, et si on n'est pas forcément porté, si on n'est pas très altruiste, on n'est pas forcément porté à comprendre les besoins d'autres usages ou d'autres gens autres que nous, sous d'autres latitudes, ou même dans le même quartier, mais qui ne vont pas forcément utiliser telle ressource de la même manière. Donc il y a une vraie réflexion là qui, pour la construire, encore faut-il l'engager. C'est-à-dire que si on n'est pas dans une situation dialoguée, si on ne met pas en œuvre des dispositifs qui nous permettent de parler ensemble, aucune chance que cela se produise. Pour que ça se produise, il faut qu'il y ait effectivement quelque chose de commun qui se passe, pour que ça se partage. Et puis j'en termine avec le troisième niveau, qui est le niveau du commun, parce qu'encore faut-il dissocier le collectif du commun. Ça, c'est aussi quelque chose qui monte à la surface de plus en plus ces dernières années, parce qu'on s'est souvent imaginé que, évidemment, il est complètement illusoire et certainement pas envisageable d'avoir des humains qui pensent pareil et qui, du coup, ayant tous la même vision, le même niveau de connaissance, vont avoir les mêmes besoins et donc se mettront tous d'accord ensemble. Je pense que heureusement que c'est pas ça, quoi. Sinon on serait déjà ontologiquement dans le meilleur des mondes, alors que là, ils nous menacent, mais heureusement on y résiste. Mais en même temps on y résiste, mais ça nous menace aussi. Parce qu'effectivement, cette biodiversité qui est fondatrice et créative, elle nous amène quand même à nous interroger sur quelle fertilité les échanges humains peuvent produire. Donc, la question du commun, qu'est-ce qui est effectivement nous unit, peut nous rassembler, c'est certainement pas la négociation autour du partage de la ressource.
C'est-à-dire que s'il suffisait de dire, ben toi tu prends 10% pour boire, moi je prends 20% pour l'agriculture, moi je prends ceci, moi je prends cela, et c'est réglé, je pense que ça fait longtemps que les choses seraient réglées. Si ce n'est pas réglé, c'est que ça ne se limite pas simplement à un partage de la ressource, un partage de l'eau. C'est que quelque part, il faut avoir accédé, me semble-t-il, alors c'est là où c'est un peu plus aventureux, mais bon, peut-être que là vous m'arrêterez, et c'est ça qui sera intéressant pour moi, c'est que je considère que, enfin je vais d'autres, hein, là je ne suis pas en train de vous avancer des thèses très puissante et personnelle, mais plutôt le fruit d'une expérience qui m'amène que, effectivement, les limites individuelles, on les connaît bien. Le collectif, on sait très bien, hein, les tensions qu'il peut y avoir entre moi et l'autre, hein, je viens de le dire. Et pour arriver à le dépasser, bien là, c'est accéder à la question, ben justement, du commun, objet commun. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Et qu'est-ce qui fait qu'au-delà de nos intérêts particuliers ou des intérêts sociétaux, on sera en capacité de dépasser cela pour accepter d'avoir une réflexion commune. Et là, du coup, qui va nous amener à nous mettre en travail, non plus sur la satisfaction personnelle ou collective, mais sur comment on gère des problèmes qui aujourd'hui sont planétaires. Alors là, je suis obligé je m'empresse tout de suite de vous dire une chose, parce que là, on pourrait dire, mais c'est pas un sujet là. Tu es en train de raconter des trucs qui nous amènent sur des sphères. Mais c'est exactement le sujet. Parce que si aujourd'hui, ces grands enjeux qui ont des résonances tous les jours, hein, les arrêtés de sécheresse, on commence à les prendre dans les villages. Les tensions dans le domaine agricole, elles arrivent. La question de l'hydroélectricité se joue en compétition avec d'autres usages, etc., etc. Et encore une fois, je pourrais dire la même chose sur l'énergie, sur l'alimentation, sur un tas d'autres sujets. Mais gardons l'eau. Et donc, du coup, ça nous amène à nous positionner sur comment cette gouvernance de l'eau, comment nous, on est capable d'y jouer un rôle, puisqu'aujourd'hui, ces mêmes débats ne seraient même pas, je dirais, seraient même pas opportuns il y a 50 ans. On ne se posait pas les questions, on avait confiance à des gens qui géraient ces sujets-là. Aujourd'hui, si vous êtes là aujourd'hui, si vous m'écoutez, mais si vous êtes intéressé par le sujet, c'est parce que quelque part, vous vous dites aussi, oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport au climat? Là, récemment, sur le plastique, on y arrive, on n'y arrive pas. Comment se fait cette gouvernance de ces grands enjeux qui nous touchent, qui vont nous heurter de plus en plus? Comment on intervient? Donc, les vraies questions qui sont posées, c'est comment on engage, nous, notre responsabilité? Comment on rentre dans l'action? Et est-ce qu'il est utile qu'on rentre dans l'action? Et là, c'est à chacun. Donc, c'est pour ça que là, je reviens vers vous pour vous poser la question, comment vous percevez la problématique de ces trois niveaux, individuel, collectif et commun, pour produire effectivement un engagement. Quelle est la nature de l'engagement que nous devons avoir? Est-ce qu'il faudrait qu'on soit tous hyper sachants sur la question pour être tous des experts à ce moment-là? Ce qui me paraît quand même assez difficilement atteignable. Est-ce qu'on doit s'engager sur nos représentations, nos visions, nos croyances, pour dire mais c'est pas ce monde-là que nous voulons? Est-ce qu'on doit s'engager sur le champ politique en disant mais non, vous, la manière dont vous gérez, on ne veut pas, dont nous, on veut gérer à votre place, et donc on a d'autres options à proposer. Alors, voilà ce chemin un peu, je dirais, étroit, hein, de réflexion que nous sommes en train de conduire dans les structures. J'en termine par là parce que une collègue de notre CPIE interviendra aussi, je crois, vers 4 heures, pour donner des exemples là, concrets d'actions sur le territoire où justement on essaie de donner corps à ce que je viens d'essayer de vous pointer là, par des projets très concrets. Comment on s'y prend? Comment on va chercher les gens pour faire? C'est ça les questions que se posent beaucoup de gens aujourd'hui en disant, ben oui, il y a menace, oui, alors il y a ceux qui se disent, oh là là, on n'a plus que 43 jours pour agir, il y a ceux qui se disent, oh là là, tout ça c'est des conneries, on attendra, c'est pas à nous. Il y a tous les cas de figure, hein, d'une extrême à l'autre. Alors moi, le but, c'est pas de répondre à tous, évidemment, ceux qui se disent c'est pas mon sujet, ils sont pas là. Et ceux qui me disent c'est mon sujet, ils sont là. Mais dans ceux qui se disent c'est mon sujet, il y a, ce que j'essaie de vous pointer, plusieurs manières de se positionner. Voilà. Donc je m'arrête là. Et là, j'aimerais, si vous voulez, par rapport à cette perception un peu, alors je l'avoue, peut-être un peu intellectuelle, je ne sais pas comment dire ça, parce que je ne me suis pas appuyé sur des éléments très concrets, mais vous donner la parole et questionner, évidemment, notre engagement. Comment, par rapport à l'individu, au collectif, au commun, vous percevez les choses? Voilà.
là, je vous pose la question en tant que CPIE. Oui, ça marche pas. C'est bon? Bon, je vous pose la question. Moi, je suis président d'une association toute nouvelle créée qui s'appelle Défense et valorisation des bords du Rhôny. C'est une association qui provient de riverains du Rhôny qui constate qu'un projet d'aménagement proche de Vergès, autour de l'espace multimodal de la gare, qui va accueillir 150 parkings supplémentaires, nécessite une voie de desserte. Et cette voie de desserte, telle qu'elle est défendue par la commune, il l'envisage le long du Rhôny, en menaçant fortement le paysage, la faune, la flore, la biodiversité de ce cours d'eau qui peut être aussi un fleuve. Donc l'association a été créée depuis plus d'1 an à la demande des riverains, mais je peux vous assurer que les riverains ne sont pas habitués à parler environnement, biodiversité. On a besoin de travailler avec des structures comme les CPIE ou avec les associations à qualité écologiste. La réponse que l'on nous fait, c'est « Écoutez, nous, on est plutôt habitués à travailler quand on est sollicité, on a des coûts à apporter, et donc par rapport aux riverains qui veulent se défendre et même se former, se cultiver sur ces enjeux-là, parce que c'est loin de... on se trouve complètement désemparé. Donc il y a un stand là, juste derrière, volontairement à côté de l'or de Vergès, parce qu'on se dit que l'or de Perrier ou l'or du château d'Espérance peut nous apporter une aide méthodologique, pédagogique, de formation des acteurs, mais on est très démunis. Depuis plus d'1 an, les riverains qui se sont mis en place dans une optique de défense, je dirais s'essoufflent, parce que les projets avancent, mais dans un relatif secret administratif. On a beau être présent à tous les conseils municipaux, il faut suivre l'avancement des études, et on est en train de s'essouffler parce que le temps, qui est aussi un élément de... On parle de l'eau, mais il faudrait parler de la temporalité des choses. Il se trouve que quand on met en œuvre un événement comme ça, les habitants qui veulent se défendre sont démunis et s'essoufflent très vite. Alors ma question est très simple. C'est en quoi un CPIE peut être une aide à la naissance d'une culture éco-citoyenne auprès des habitants qui ne sont pas à même de poser les bonnes choses. Et je peux vous dire qu'on est très démunis. Donc moi j'étais ravi que le château d'Espérance organise ces actes rencontres entre éco-créateurs, mais dites-vous bien que ce n'est que le début de quelque chose si on veut répondre à la demande d'habitants qui, eux, sont préjugés. Vous parlez des difficultés. L'habitant, il voit clair au niveau de son jardin, au niveau de son balcon, sa terrasse. Il va s'intéresser à la faune et la flore directement de son domicile, de son jardin. Mais dès qu'on va un peu plus loin, c'est le désert. Et les habitants sont abandonnés par rapport à ça. Donc, est-ce que le CPIE peut être, et à quelles conditions, un élément d'appui, de formation, d'information, pour que la dynamique citoyenne aboutisse à quelque chose? Voilà. Mais vous pouvez venir me voir à mon stand, je vous donnerai tous les éléments pour cela. Ce n'est pas une démarche politique et de revendication. C'est pour moi une démarche pédagogique pour mieux faire en sorte que la vie ne s'arrête pas à l'espace de mon jardin. C'est vraiment prendre en compte les petits oiseaux, les libellules, les vers de terre, mais dans une connaissance de la biodiversité proche. Et mon grand rêve, c'est que, vous savez, il y a eu des aménagements faits le long du Vistre. Ça va se faire maintenant depuis le Rhôny, mais dans un relatif silence. Il est temps que les habitants prennent en charge la personnalité, à la limite juridique, d'un cours d'eau comme le Rhôny. Et là, j'espère que le château d'Espérance et toutes les structures militantes sur le plan écologique viendront nous renforcer dans notre travail. Il faut savoir que ces études vont durer plus de 4-5 ans. L'année 2023, c'est l'année 0, où on peut voir le paysage dans la qualité de ce qu'il est, mais qui va très vite être détruit, parce que quand on va démolir la digue pour la reconstruire et créer la voirie entre les riverains, etc., il va y avoir beaucoup de destruction d'espèces végétales, animales, etc.
j'aimerais qu'il y ait un inventaire qui puisse se faire en continu avec la participation des habitants. Mais nous seuls, on est désespérés parce qu'on ne sait pas comment aller plus loin. Est-ce que c'était clair? Ah oui, votre message, il est clair. Peut-être que voilà, ce que j'aimerais bien, c'est ça, c'est qu'on se réponde, que ce ne soit pas un jeu de... Voilà. Avant que vous ne répondiez... Oui, justement, c'est très bien. Merci. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Avant que vous nous répondiez, si je comprends bien la notion de commun, voilà un témoignage flagrant de monsieur, président, qui définit très bien l'absence de commun. Et bon, je suis atterré parce que ça va au-delà des organisations politiques. Voilà. Tout à fait. Et je ne vais pas être révolutionnaire, mais je dirais le pouvoir au peuple, quoi. Oui, alors moi j'essaie, comment dire, j'ai mes opinions sur tous ces sujets. Hein. J'essaie dans ma présentation de me tenir à distance de ce que j'ai justement considéré comme une fragilité à l'échelon individuel. C'est parce qu'effectivement on a tous, il ne faut pas le nier, il faut être simplement être capable de le vivre et de vivre cette dissonance, cette difficulté en permanence. Pour moi c'est la définition. C'est ça, pour moi c'est la définition de l'altérité. C'est-à-dire en gros, à titre personnel, chacun, on n'existe pas. C'est peut-être un peu dur de le dire comme ça, mais ce qui nous fonde, c'est notre histoire, c'est le fait d'être nommé. Alors je ne vais pas avoir des discours psychanalytiques, mais il y a de tout ça. Hein. Et donc à un moment donné, on existe dans le moment, on a notre libre arbitre, tout ça on le joue. Mais il faut avoir l'humour, je dirais. Je n'ai pas trouvé d'autres mots, en parlant de distance, pour pouvoir se regarder aussi agissant. Et voilà, au sens. Voilà. Alors, effectivement, que la définition de commun, elle est en construction permanente. Ce qui est commun, c'est ce qu'une communauté d'individus se reconnaissent comme commun. Donc, à un moment donné, c'est pas un concept qui est donné une fois pour toutes. C'est quelque chose qui est construit. Le mot que je voudrais rajouter, moi, c'est le mot culture, parce qu'on l'a trop souvent aujourd'hui renvoyer à la question des industries culturelles, en fait, en gros, ce qui nous apporte des éléments au travers des arts et des représentations patrimoniales ou autres, qui nous appellent effectivement à nous attacher à quelque chose dans lequel on se reconnaît. Et là, effectivement, il n'y a pas de doute que la dimension artistique, elle est prépondérante et à la valeur. Mais je ne vais pas aller sur ce champ parce qu'il nous amènerait sur d'autres voies encore qui ne seraient un peu éloigné de la question qui nous occupe aujourd'hui. Mais simplement pour dire que cette construction du commun, elle suppose, je dirais, peut-être cette distance que j'essaie de poser. C'est pour ça que moi, en essayant de jeter le bouchon un peu où je l'ai jeté, c'est pour permettre à chacun de s'interroger et de voir où en sont ses curseurs. À un moment donné, j'ai travaillé 10 ans, si vous voulez, avec 32 associations, de 1995 à 2005 sur le contournement autoroutier de la ville d'Arles, qui n'est toujours pas réalisé, comme vous le savez. Ces 10 années, j'ai exercé des responsabilités au titre du CPIE, mais surtout au titre de président de ce rassemblement d'associations. Et effectivement, ce qu'on entendait, c'était effectivement des émergences d'attente d'une diversité de gens qui, face à cet événement incongru qui arrivait comme la menace d'une traversée de leur territoire, évidemment, ils se sentaient altérés. Et c'est là, évidemment, le premier pas. Et je dirais que moi, pour le premier, si j'y suis allé, c'est parce que j'étais aussi touché. Hein, on n'a pas beaucoup d'exemples où des gens vont se mobiliser, sauf sur des visions idéologiques. Du coup, on va aller à tel ZAD parce que là, on y défend un principe. Mais en général, quand des citoyens s'émeuvent de quelque chose, c'est parce qu'ils sont directement concernés. Il n'y a rien de grave. Hein. Ils ont raison de s'interroger parce qu'ils sont concernés. La question, c'est le chemin qu'on parcourt entre le moment où on y va parce qu'on est concerné et vers où ça nous conduit dans ce cheminement avec d'autres qui sont aussi concernés sur d'autres passions, sur d'autres intérêts. Et comment on arrive à cohabiter sur un même territoire avec des gens qui, concernés par la même chose, ne veulent pas le même résultat. Et c'est là que se produit la réflexion sur le commun. Hein. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Alors, c'est là où je peux commencer à vous répondre un peu en disant qu'est-ce qu'un CPIE peut faire. Alors, excusez-moi, mais
je ne me suis absolument pas mis dans la situation de venir faire la pub du CPIE. Hein. Je l'ai dit parce que c'est normal que j'explique d'où je vous parle, de quelle expérience. Si je vous avais dit, j'ai fait 20 ans d'enseignement à Subdeco ou je ne sais pas quoi, vous direz, bah, tiens, là, il a une approche, sa culture, c'est ça. Non, moi, je suis un enseignant, je suis né sur ce territoire et j'ai vécu ce territoire depuis des années, donc j'ai un amour pour ce territoire, comme la plupart des gens qui l'occupent. Et ma seule expérience, ce qui me permet d'avoir, je dirais, l'audace de me présenter devant vous et de vous parler comme si j'avais des choses importantes à vous dire, c'est qu'il me semble avoir appris des choses. Et j'essaie tout modestement de les échanger avec vous. Et dans le cadre de mon association, faire qu'il y ait une utilité, comme vous demandez, monsieur, pour d'autres. Parce que c'est quand même ça qu'on essaie de faire, c'est essayer d'utiliser notre expérience pour qu'elle serve à d'autres. Encore que, on sait très bien les limites de la transmission de l'expérience. Alors, la marche de l'individu au commun, alors déjà, vous savez, c'est pile poil notre réseau, il y a 80 structures au niveau national, on est constitué en union régionale, c'est pas pour vous dire qu'il y a une armée derrière et que je suis en train de vous parler en tant que porte-parole de je ne sais quel mouvement qui a tel poids ou tel autre, mais simplement pour vous dire que ces réflexions, on les a en continu depuis, je dirais, une bonne décennie. C'est pour ça qu'on avance plus vite quand on est nombreux. En général, plus seul, comme on dit, tout seul, on va plus vite et ensuite, ensemble, on va plus doucement, mais on va peut-être plus loin. Donc on essaie d'avancer, d'aller un peu plus loin. Et donc c'est le parcours que alors ça ne sera pas une réponse, sinon on peut se voir à côté, je peux vous dire, mais si vous voulez, hein, en gros, que peut faire une structure comme un CPIE? Ben, c'est donner un peu des clés de telle sorte à ce que plutôt que de... Alors, moi, le militantisme écologique, je le trouve tout à fait utile. Hein. C'est pas comme ça que nous travaillons, nous. Parce qu'on considère qu'il y a plein de gens qui le font, et un CPIE, il n'a pas à porter le drapeau de tous les lieux où il y a un problème et venir être force d'appoint pour théoriser pourquoi telle lutte plutôt que telle autre, ou convergeons vers des luttes, etc. Non. Ma perception, j'espère que j'aurais été assez clair dans la présentation, même si je l'avoue, c'est quand même assez complexe de l'avoir présenté comme ça. Mais bon, peut-être qu'il faudrait... Je sais pas, enfin bon, bref. C'est vous qui me le direz, peut-être. En tout cas, il me semble que le cheminement pour avancer vers le commun, il est déjà de pouvoir partant de ce premier niveau, qui est en gros, tiens, on a marché dessus, le premier truc, c'est de dire aïe, hein, parce que celui qui, quand il marche dessus, il fait excusez-moi, déjà, il n'est pas trop dans la vérité. Donc, il faut avoir accepté d'être et de pouvoir exprimer le préjudice ou la chose qui nous dérange. Mais après, il y a tout un pas d'après, et c'est ça qui est long. C'est ce cheminement dont vous parlez. Comment on passe du mon jardin à une perception qui peut effectivement tenir un discours et qui n'est pas simplement... Je fais juste une petite parenthèse sur la question du contournement autoroutier. Il y avait 9 tracés, vous savez, qui traversaient le pays d'Arles. Et dont nous, c'était, je dirais pas amusé, mais on avait travaillé à justement se rencontrer entre des gens qui disaient mais pas chez moi parce que c'est pas bien, qui allaient voir un autre tracé où il y avait des gens qui disaient mais pas chez moi parce que c'est pas bien. Et quand on avait fait une année de travail comme ça, les gens ils ont commencé à se dire bon ben la solution elle n'est pas de l'envoyer ailleurs, hein. Il va falloir que ça passe vers quelqu'un. Donc là, on rentre dans une autre représentation. Donc c'est ce que les sociologues appellent la montée en généralité, hein, c'est-à-dire comment on arrive à faire d'un sujet qui a sa légitimité, hein, qui nous interpelle effectivement, à quelque chose qui va du coup concerner autrement tout le monde. Monter sur le commun. Je ne vous cache pas qu'on a travaillé 10 années avec, par exemple, tout un public de gens qui, au niveau de la ville d'Arles, regardaient ça de très loin parce qu'ils ne se sentaient pas du tout concernés. Parce qu'aucun des tracés passait dans la ville. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a des quartiers un peu périphériques qui se disent « Ouais, c'est bien que ça contourne parce que nous, on a quand même des bruits de camions, etc. » À cette époque-là, ça ne dérangeait personne. L'autoroute faisait du bruit autour, mais ce n'était pas chez soi, etc. Donc on voit bien que les choses évoluent. C'est-à-dire que la perception du commun et de l'altération par les uns ou par les autres, que ce soit sur un usage de l'eau ou sur la traversée d'un ouvrage ou autre, c'est le même sujet, eh bien, ça va provoquer au fil du temps, et c'est ça la culture. C'est-à-dire, en gros, c'est cette temporalité qui fait qu'on rencontre des gens, on exprime des choses, on reçoit en retour une parole qui vient nous remettre en question, et on fait un cheminement dans sa tête qui,
Si on est sincère et si on a le désir, je dirais profond, alors ça, c'est vrai que ça ne se maîtrise pas. Là, vous aurez des gens qui, à tout prix, se sont dit, moi, après tout, c'est mon jardin et le reste, je n'ai rien à faire. Alors là, je ne sais pas comment défoncer la porte du jardin. Je vous avoue que là, on est peut-être impuissant. Hein. C'est une question de structure, de personnalité. Peut-être qu'il faut voir la psychanalyse, je ne sais rien. Bon. Ou peut-être des chocs autres. Mais en tout cas, il y a une vraie démarche. Et la démarche, pour moi, la seule démarche, c'est qui est propre à l'homme, c'est sa propre parole. C'est se mettre en jeu par la parole. C'est dire, voilà ce que je vois, voilà ce que j'entends. Et moi, une des règles, si vous voulez, qui nous fonde, qui nous aide à agir dans le cadre du CPIE, c'est un propos de... Comment il s'appelle, je ne sais plus, Denis Vasse, qui disait, parlez vraiment. Je vous mets ça un peu en pas de côté, ça vous paraît peut-être exotique, mais ça ne l'est pas du tout. Parler vraiment, c'est autoriser l'autre à m'entendre autrement que ce que moi je m'entends. Parler vraiment. C'est-à-dire s'il y a une vérité dans la parole, c'est s'exposer à ça. Du coup, se remettre en question dans la parole. Je ne sais pas, mais moi je suis un farouche observateur et auditeur de tous les débats. Voilà. Depuis tout petit, c'est un truc, je suis tombé dedans. Et ce qui m'intéresse, c'est quand des gens parlent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, hein? Pas qu'est-ce qu'ils se disent. Qu'est-ce qui se passe quand des gens se parlent? Et là, du coup, ça nous amène à penser autrement, notre rapport au monde, notre rapport à l'autre. Parce que du coup, moi, je suis en jeu. Si je me mets en jeu dans cette parole, je vais peut-être bouger. Qu'est-ce que je risque à bouger? Mais si on ne prend pas le risque de bouger, quelle aubaine de vouloir faire bouger les autres. Donc il faut accepter aussi de pouvoir se remettre en question et de dire, ben moi, mon opinion, elle était fondée de telle manière, et dans cet échange-là, je prends le risque d'en changer. Et pour moi, il y a de paroles vraies que quand on parle avec quelqu'un, questionnez-vous sur vos échanges que vous avez avec les uns et les autres autour de vous. Ben, il y a des moments où, bien sûr, on est dans des discussions. Quand on dit à la boulangère, je prends 2 baguettes, il fait beau aujourd'hui, évidemment, on n'est pas dans ce rapport de parole. Mais toutes les fois qu'on engage quelque chose dans la parole, qu'on a quelque chose en jeu, qu'on met quelque chose en jeu, J-E et je, G-E-U, qu'on va jouer avec cette parole, il se passe quelque chose dans cet échange qui, à mon avis, est fondateur du commun. Et d'abord de l'altérité et ensuite du commun. Je sais pas, le micro, pardon. Est-ce que les ateliers d'écriture rentrent dans les modalités d'action, de technique du CPIE? Voilà. Encore 3-4 minutes, me dit-on. Non, j'ai envie de me taire, j'aimerais vraiment vous entendre. Je suis désolé, mais je préférerais vous... C'est possible de vous faire passer le micro? Oui. Oui, moi j'aimerais rebondir sur les propos de mon presque voisin qui dit le pouvoir au peuple. Alors, l'idée est excellente. Non, mais l'idée est excellente. Non, justement, la mienne l'est aussi. C'est pas une boutade. Mais parce que, est-ce que le peuple en veut vraiment de ce pouvoir? Est-ce qu'il en veut? On s'aperçoit dans de nombreux domaines qu'il délègue, il préfère déléguer à l'État ce qui lui reviendrait quand même de plein droit. Et c'est bien ce qui ressort également des propos de monsieur et des vôtres aussi. Et c'est une question de très très longue haleine, d'éducation, de formation. Est-ce qu'on a le temps en ce qui concerne l'eau? C'est ça aussi la question pour moi. Juste pour vous répondre sur la notion de le peuple au pouvoir, on observe bien dans le monde économique que les systèmes de gouvernance évoluent et on va plus sur des systèmes associatifs, solidaires et non plus seulement capitalistiques et financiers, que je cautionne. Hein. Il faut faire un peu d'histoire économique pour voir le bien fondé de la démarche capitalistique au départ.
Voilà, donc après, c'est une question de maturité et de volonté, en effet. Mais on voit que ça bouge, les lieux, les tiers-lieux, oui. Avons-nous le temps, c'est tout. Alors, comme il nous reste peu de temps, je voulais vous dire, écoutez, moi, serais ravi avec chacun d'entre vous de pouvoir échanger après. Mais c'est vrai que là, vous devez vous dire, tiens, il y a une conférence sur l'eau, puis il nous parle de trucs. Mais pour moi, j'espère que vous aurez compris que la question de l'eau, justement, elle passe par là, quoi. Quelle est la difficulté de l'eau ou de quoi que ce soit, hein. Alors évidemment, après, la question de l'urgence, c'est encore autre chose, ça. Parce que, effectivement, si on ne peut pas se donner le temps de la culture, d'entrer dans la culture, là, on devient dans une forme de gestion d'un système qu'on trouve inopérant et qu'on veut contrarier. Et là, du coup, peut-être ça se justifie de prendre le pouvoir, de mettre des bombes, de constituer des tiers-lieux, d'avoir des systèmes archipéliques, etc. Je ne sais pas. Moi, je ne raisonne pas de ce point de vue, parce qu'on n'est pas dans cette attitude-là. Après, chacun, il prend ses décisions, hein. Évidemment, pour celui qui considère qu'il lui reste 6 mois pour sauver la planète, il ne va pas agir de la même manière que celui qui va considérer qu'il faut monter une association pour faire remonter en compétence les habitants d'un quartier. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est encore une question de temporalité. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une attitude qui est juste et qu'il y a l'autre qui ne l'est pas, hein. Je pense que les deux positionnements, moi je suis de ceux qui pensent que toute réaction humaine, qu'elle vise à construire un tiers-lieu, qu'elle vise à rentrer dans le système pour le changer de l'intérieur, pour moi tout ça est tout à fait acceptable et valable, hein. C'est à chacun de voir après comment lui se situe dans cet engagement. C'est pour ça que je vous parlais au départ. La question c'est que oui on est responsable, oui ça doit nous intéresser, sauf cas, je dirais, pathologique, on dirait, hein. Voilà, si on est vraiment des êtres asociaux et perclus de ses propres certitudes. Mais sinon, la question pour chacun de nous, c'est de dire à quel endroit je mets mon énergie pour avoir une certaine utilité. Et qu'est-ce qui est visé à travers cette énergie et cette utilité? La satisfaction de moi, d'un nous ou d'un commun. Voilà, l'équation, elle est finalement assez resserrée, je dirais. Après, on a vu que quand on gratte dans chacun des termes de l'équation, ça va très vite, très loin, quoi, et c'est assez complexe. Mais à mon avis, on ne s'en sortira pas. C'est con de dire des phrases comme ça, j'aime pas. Mais je crois que si on continue à percevoir le monde d'une manière statique, c'est-à-dire en instant T, il y a tel type de menace, et voilà tel type de fonctionnement, et à partir de là, ça va pas, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est ceci, ça c'est cela, ça j'y crois pas, c'est-à-dire si on a ce type de vision-là, je pense qu'on se condamne à une forme à une réaction, je dirais. Voilà. Si on veut rentrer dans une action, il faut effectivement jeter le bouchon plus loin. C'est ce que font, je dirais, tous les gens qui ont travaillé à des projets de territoire, hein. C'est-à-dire qu'ils vont rêver plus loin, ils rembobinent, et ensuite ils tracent le chemin pour aller du réel d'aujourd'hui à l'envisageable. Mais la vraie question, je ne sais plus, c'est vous qui avez dit, mais est-ce que le peuple veut du pouvoir? La question, c'est est-ce qu'on est en capacité collectivement d'ailleurs, c'est ce qui est reproché aujourd'hui à tous les politiques, hein, de dire quel est le projet? Quel est votre projet? Si un projet européen, quel est-il? Si un projet national, quel est-il? On disait ça, nous, il y a 30 ans, sur la question du contournement autoroutier. On disait, mais il est où le projet routier? Pour qu'on sache à quoi s'attendre. À quoi se sert de faire un barreau là? C'est pour compléter l'autre là, etc. Et on s'est rendu compte, très concrètement, il y a déjà 30 ans, qu'il n'y avait pas de schéma. Pas plus européen que nationaux, d'ailleurs. Donc du coup, que petit à petit, les impératifs, alors je sais pas, je dirais pas capitalistiques, néolibéraux, j'en sais rien, j'ai pas la compétence pour le qualifier, mais je dirais en tout cas toutes les choses qui nous apparaissent un peu supra, nous laissent à penser qu'ils n'ont pas la responsabilité posée au bon endroit pour résoudre ce niveau de problème. Donc les citoyens, je pense, ont raison de s'y intéresser aussi. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas la même vision, la même connaissance, ils ne sont pas au même endroit. Moi, j'avoue que depuis maintenant une décennie, d'être plongé dans les échelons régionaux, nationaux de notre structure, donc on est que dans les couloirs, hein. On ne voit pas le cœur du pouvoir. Mais qui le voit dans une population, le cœur du pouvoir? Vous êtes dans une collectivité, je ne sais pas, Saint-Gilles, Nîmes ou ailleurs, qui sait ce qui se passe dans sa commune? Très peu de gens. Et quand on en sait un petit peu, on en sait par un bout. Donc c'est énorme, quoi, cette complexité-là. Donc il faut être très humble, pour aborder ce genre d'implication. Bon, voilà, là on est bouffé par le temps, mais je ne sais pas comment faire. Oui, mon problème, je termine avec ça, parce que ça c'est très personnel.
je me demande comment on peut rentrer en débat sur où nous en sommes maintenant en chantant les 3 quarts d'heure que je vous ai faites, qui seraient peut-être inutiles, mais comment arriver à ça, à ces réflexions-là, en partant de vraies questions territoriales et de vrais sujets. C'est ça qui me hante aujourd'hui. D'accord. Merci. Bon, bah, écoutez, je suis à portée de baffe, là, donc, même si je ne suis pas élu, donc si vous voulez m'envoyer un seau d'eau, je suis à votre écoute. Ça y est, c'est fini. Merci à vous d'avoir été aussi patient.